Nouveau numéro de ce lundi 13 mai 2024 dans La Voix de l'Expert. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver, très heureux de vous revoir, sachant que vous êtes nombreux à nous suivre. La Voix de l'Expert reçoit pour vous un monsieur que vous allez bientôt découvrir. Je vous rassure, il parle très bien, intelligent, doué et surtout un expert dans son domaine. Comme vous le savez, dans La Voix de l'Expert, nous ne recevons que les experts pour vous parler, pour dire un mot sur la situation actuelle du pays, pour dire un mot dans leur domaine, un domaine de prédilection, un domaine dans lequel ils se débrouillent ou dans lequel ils se connaissent. Pour aujourd'hui, j'ai reçu pour vous le professeur Kiki Louis, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Vous allez bien, professeur? Ça va très bien, merci. Heureux de vous revoir. Avec un plaisir. Mais surtout de vous accueillir sur ce plateau pour la première fois. Merci beaucoup. Alors, le professeur Kiki Louis est professeur d'économie et d'énergie, mais surtout expert en industrie. Je ne sais pas si j'ai omis quelque chose par la présentation. Justement, je suis dans les domaines de l'économie d'énergie et de l'économie industrielle. Donc, c'est les deux voies que j'évolue. Mais là, d'ailleurs, vous êtes aussi environnementaliste, mais aujourd'hui, nous vous recevons comme expert en industrie. Merci. Vous n'êtes pas trop chargé par rapport à vos qualités? Non, on fait avec. Il faut savoir gérer les temps. Mais quand il s'agit de pouvoir apporter ce qui est nécessaire par rapport à mon pays, je dois parler. Je dois trouver du temps pour contribuer, bien entendu, à l'évolution de notre pays. Où avez-vous fait vos études, professeur? Je fais mes études, bien entendu, à Genève. Donc, c'est là où j'ai fait aussi des recherches scientifiques, bien entendu, dans des grands centres de recherche, entre autres à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Bien, je pense que nous continuons. La première question, professeur, parce que vous êtes expert dans votre domaine, un domaine que vous maîtrisez mieux, l'énergie. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous a motivé d'être au moins expert en énergie aujourd'hui? Au fait, c'est un domaine que j'ai toujours été attaché, parce que dès les bas âges, j'ai travaillé là-dessus. Et j'ai préféré continuer mes recherches, bien entendu, dans les cadres de ma formation antérieure, de pouvoir évoluer là-dessus. L'énergie, pourquoi? Parce que ce qui fait tourner l'économie, c'est de l'énergie. Aujourd'hui, quand vous regardez dans le monde où nous vivons, tout passe par l'énergie. Que ce soit les transports, que ce soit la consommation au niveau des ménages, partout on a besoin de l'énergie. Alors regardez notre pays, le Congo c'est un pays très riche. Bien sûr. Très très riche même en ressources énergétiques. Moi j'appelle ça même un navire énergétique, mais il faut un bon tableau de bord. Moi j'appelle ça scandale géologique. Oui, scandale géologique, oui, c'est juste. Ouais. Avec tout ce que Dieu nous a doté en tout cas. Exactement. Professeur, la RDC est un pays riche en énergie primaire. L'énergie primaire, qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est de l'énergie qui n'a pas encore subi une transformation, bien entendu, parce que la transformation de l'énergie passe par une technologie. Aujourd'hui, en RDC, on trouve que nous avons pas mal de ressources énergétiques, que ce soit les énergies fossiles, notamment le pétrole brut, les charbons ou les gaz naturels, nous en avons. On peut passer à ce qui concerne les énergies nouvelles et renouvelables. Là aussi, nous sommes très très riches parce que nous avons de la biomasse énergie, nous avons des énergies éoliennes, nous avons de l'énergie solaire, nous avons l'hydroélectricité comme le barrage d'Inga et autres, et nous avons presque tout entre nos mains. Mais c'est question de voir maintenant comment faut-il les exploiter. Je citais que quelques-unes. On peut aller plus loin, même du côté énergie galvanique. Nous en avons, j'entends dire que ce soit l'énergie nucléaire, entre l'uranium, le plutonium, tout ça nous en avons. Malheureusement, on ne l'exploite pas. On ne l'exploite pas. Moi, je pense que c'est les débats d'ailleurs qu'on va discuter aujourd'hui parce que j'aimerais bien combiner tout ce qui est énergie et tout ce qui est industrie. Parce que être riche, comme vous avez dit, utiliser l'expression scandale géologique, pour moi, cette expression ne suffit plus. Vous voyez ça? Donc, je l'accepte parce que ça s'est dit, mais ça ne suffit pas. Et pourquoi ça ne suffit pas? Ça ne suffit pas parce que nous n'avons pas la technologie, nous n'avons pas les entreprises capables à pouvoir transformer nos propres ressources, nos ressources naturelles. C'est sur ça que je suis là. Je suis là pour ça. Pas l'intelligence, mais c'est le travail, un travail collectif. Il n'y en a pas. Et nos entreprises sont des entreprises traditionnelles. Quand je dis traditionnelles, je vais le démontrer certainement tout au long de cette émission. Parce qu'on ne dit pas une entreprise parce que
vous avez des personnels que vous avez engagés, vous avez un objectif à suivre, mais il faut voir aussi la performance de cette entreprise-là, de ces entreprises-là. Parce qu'une entreprise n'est pas une étiquette, c'est comme un être humain, d'ailleurs on appelle ça personne morale, nous on nous appelle personne physique. Oui. Donc quelque part, s'il faut faire un parallélisme entre les deux, vous devez comprendre qu'une entreprise doit vivre, une entreprise doit grandir, une entreprise a besoin de croître. C'est déjà qu'on va travailler, qu'on va discuter là-dessus. Merci beaucoup, professeur. Alors, on parle d'un nouveau concept dans l'industrie moderne. De nouveaux concepts par exemple l'industrie énergétique. Qu'est-ce que ça signifie? Très bien pour la question. Nous avons prévu une image pour que vous puissiez au moins expliquer. Oui. Pour que ceux qui nous suivent, parce que ceux qui nous suivent, c'est pas tout le monde. Il y a aussi des experts comme vous. Peut-être il y aura des contradictions là-dessus. C'est mieux. Parce qu'en science, la contradiction, elle est permise. Bien sûr, on se complète. Hein, alors, d'ailleurs, l'image est là. En fait, là, c'est une image que je voulais tout simplement montrer que l'entreprise doit grandir, n'est-ce pas? Oui. Tout commence par le cerveau humain. On crée une entreprise par les pensées. Après, on va passer étape par étape, c'est-à-dire pouvoir l'implanter, pouvoir exploiter cette entreprise-là. Mais regardez bien, dans cette image, je voulais tout simplement montrer un élément qui est très important. C'est-à-dire qu'au début de l'entreprise, généralement, on les appelle les entreprises traditionnelles. Il y a des couleurs, hein, si vous pouvez illustrer. Oui, c'est une entreprise traditionnelle, c'est-à-dire qu'une entreprise qui n'a pas encore atteint les 6 éléments des micro-environnements. Oui. Les 6 éléments des micro-environnements sont très importants. C'est comme des racines qui tiennent une entreprise. Alors, quand une entreprise elle est traditionnelle, il ne faut pas compter trop là-dessus. Gérer une entreprise comme ça, c'est difficile. Comme la plupart, à l'ère actuelle où je parle, la plupart de nos entreprises publiques sont des entreprises traditionnelles. Et une parenthèse, professeur, avant de continuer, c'est quoi une entreprise traditionnelle? C'est une entreprise qui n'a pas encore atteint les 6 éléments des micro-environnements, ce qui fait qu'il y a incohérence entre les éléments, entre les inputs et les outputs, et ces éléments des micro-environnements. Quand ça ne marche pas, c'est comme une voiture en très mauvais état. Même si vous mettez un bon chauffeur, rien ne marchera. Je vais le démontrer peut-être encore beaucoup mieux durant notre émission ou encore devant d'autres experts. Nous pensons que nous aurons... soyez prêts aussi parce que vous êtes très chargés aussi. Mais nous espérons vous revoir s'il faut pour continuer. Mais vous n'avez pas fini l'explication sur... les tableaux ou l'image qu'on venait de... Donc, on voit, une entreprise, en réalité, doit avoir des partenaires. Et quand on parle des partenaires, ce n'est pas des gens qui viennent vous livrer des papiers ou encore des stylos. Le partenaire, dans les cadres de partenaires, bien entendu, par rapport à votre spécialisation. J'entends dire, si vous êtes une société comme la SNEL, vous devez avoir des partenaires financiers comme une banque, vous devez avoir des partenaires du genre, une entreprise qui peut vous livrer des câbles, qui peut vous livrer des disjoncteurs et tout ça. Donc des partenaires techniques, comme on dit, hein, ou encore des partenaires financiers. C'est très important. Et ces partenaires-là doivent être des partenaires contractuels, que vous avez signé des contrats pour la livraison des produits ou encore... vous soutenir sur le plan financier et tout. Le deuxième élément des micro-environnements, c'est ce qu'on appelle le marché. Une entreprise doit avoir un marché. Nos entreprises ont un marché, c'est sûr. Mais dans ces marchés-là, il faut voir 2 aspects très importants, c'est de dire les marchés sur le plan géographique et aussi sur l'aspect purement économique. Sur l'aspect économique, c'est là où on peut trouver l'offre et la demande, hein, bien entendu. Mais sur le plan géographique, l'entreprise doit évoluer. Une société comme la SNEL, pour donner qu'un exemple, est bien implantée en République démocratique du Congo. Mais cela ne suffit pas. Il faut voir maintenant le problème entre l'offre et la demande. Si cette entreprise arrive à répondre à la demande par rapport à son offre. Le troisième élément qu'on peut dire, c'est les fournisseurs. Et les fournisseurs doivent être aussi contractuels, n'est-ce pas? Une entreprise doit avoir des fournisseurs. C'est lui qui peut lui fournir les éléments nécessaires dont il a besoin pour le fonctionnement de son entreprise. Vient ensuite la concurrence. Vous direz peut-être le contraire, mais ce qui est vrai pour nous les experts, aujourd'hui, dans la mondialisation, les entreprises doivent vivre en concurrence. Le meilleur milieu d'une entreprise, c'est l'industrie, c'est rentrer dans une industrie. Parce que quand vous regardez bien, la plupart des personnes confondent la rivalité des entreprises et la concurrence. C'est 2 choses tout à fait différentes. 2 entreprises sont en rivalité s'ils n'ont pas de contrat. 2 entreprises ou 3 entreprises sont en concurrence. Il y a un contrat.
s'il y a un contrat entre eux, et ce contrat-là s'explique par une interdépendance stratégique. Je dis bien une interdépendance stratégique entre elles pour pouvoir gagner les marchés. Ils peuvent monter des stratégies communes, ils peuvent éliminer certaines entreprises entrantes d'une façon ou d'une autre, mais stratégiquement, et vous verrez qu'ils vont rester dans ces marchés-là longtemps sans qu'il y ait immixtion d'une autre entreprise. Et c'est le cas que nous vivons aujourd'hui, si je me permets de dire. Par exemple, nous avons une société qui s'appelle SCPT, si je ne me trompe pas, la PTT, oui, hein, oui, SCPT oui, on dit parce qu'il y a PTSTP, qui est là, la Poste bien entendu. Mais quel est ces Congolais qui consomment... Qui appartient à l'État congolais. Qui appartient à l'État congolais. Oui. Quel est ces Congolais qui consomment une SIM de SCPT? Posez-vous la question pourquoi. C'est notre entreprise. Pourquoi on ne peut pas consommer les services des SCPT, excusez-moi le terme, voilà, la Poste, si je peux. C'est des grandes questions qu'on peut se poser. Pourquoi? Parce qu'en face, nous avons une industrie. Notre Poste, c'est une entreprise traditionnelle. Professeur, la Poste, ouais, qu'est-ce qu'elle fait elle-même pour pousser les Congolais à utiliser au moins sa SIM? Mais la qualité. Moi, j'ai comme l'impression, elle se laisse faire aussi, elle ne fait presque rien. Pour ne pas rentrer dans trop de détails, j'entends dire, ils n'ont pas de SIM, ils n'ont pas de services à offrir. Mais en même temps, je peux dire, c'est le problème de qualité. Vous savez, la qualité, ne plaisantez pas là-dessus. Quand vous regardez aujourd'hui nos jeunes, même j'entends dire la population, oui, suivent des fois le match à l'étranger. Mais nous avons des équipes ici. Donc, quelque part, il y a ces problèmes de qualité. On va revenir sur la matière. Et la qualité, c'est comme la beauté. Vous voyez ça? On ne discute pas. Quand on aime, on consomme. Vous voyez ça? Et c'est dans ce sens-là que quand vous ne présentez pas un produit de qualité, oui, rassurez-vous, vous ne trouverez pas de clients. C'est un aspect qu'on peut retrouver d'ailleurs dans l'image que vous avez vue tout à l'heure, du côté output. À quel niveau l'image, comme ça, au niveau des outputs, oui, je crois, parce que les 6 éléments dont je parlais pour une entreprise traditionnelle, si vous n'en avez pas, il serait difficile à tout manager de réussir à atteindre ses objectifs par rapport à l'entreprise dont il dirige. C'est très difficile. Donc, des fois, on a tendance à condamner mauvaise gestion, tout ça. Mais est-ce qu'on regarde les systèmes auxquels est placé le manager? C'est très difficile. D'ailleurs, je dirais que s'il y a des hommes honnêtes, ils peuvent dire une telle entreprise, je ne dirige pas parce que les conditions ne sont pas favorables. Mais souvent, c'est très difficile parce que chacun peut chercher à gérer par défi. Et puis voilà, les résultats ne seront pas favorables. Alors, que faudra-t-il faire? À qui incombe la responsabilité? Au fait, la vraie réalité, c'est de dire qu'il faudra comprendre d'abord comment fonctionne une entreprise, comment évolue une entreprise. Parce que l'objectif, ce n'est pas seulement de recruter les gens. L'objectif d'une entreprise, c'est de voir aussi qu'elle est en train de croître du point de vue fonds propres, du point de vue la technique, les machines, du point de vue grandeur de l'entreprise et aussi l'implantation à différents endroits pour gagner les marchés ou encore conquérir d'autres marchés. La grandeur d'une entreprise s'explique sur plusieurs aspects, ça peut être aussi sur les facteurs clés du succès. Est-ce que tout ça sont respectés? Et quand vous regardez bien en économie industrielle, par exemple dans mon domaine, je vois dans la plupart des universités ici, on n'enseigne pas ce que les étudiants doivent faire, n'est-ce pas, après leurs études, notamment dans les marchés d'emploi. On n'enseigne pas comment les entreprises qui sont en faillite, surtout les entreprises publiques, comment faut-il les remonter pour que ça puisse prendre l'allure, passer à l'étape suivante qu'on appelle entreprise fonctionnelle, qui a les 6 éléments des micro-environnements, qui est dans la cohérence parfaite. Parce que quand une entreprise est encore traditionnelle, il est dans les incohérences relatives. Et quand l'entreprise devient fonctionnelle, il est dans la cohérence parfaite et vous verrez que tout va couler normalement et il y a plus de chances de réussir à gérer cette entreprise de la meilleure façon pour atteindre les objectifs attendus. C'est comme ça que ça se passe. Professeur, une question de curiosité. Lors à Matadi, précisément, avec sous le haut patronage du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que nous citons, vous avez été orateur lors d'une première conférence sur l'énergie électrique. La question, qu'est-ce que nous gagnons sur le plan local? J'ai été là, c'est vrai, on a discuté, il y avait plusieurs experts là-dessus, mais ce que j'ai
pu contribuer, parce qu'on était nombreux, hein, bien entendu, c'était justement du côté entreprise. Personnellement, de voir nos entreprises locales, bien sûr. Bien sûr, l'entreprise locale, et là je mets l'accent sur la SNEL. Vous voyez ça particulièrement parce que il y avait la question de l'énergie aussi. Bien entendu, et c'était sur ça, l'énergie électrique. La SNEL a des difficultés, ça il faut le dire. Et moi, je suis là, je ne suis pas porte-parole de la SNEL, mais en tant qu'observateur. Là, vous parlez en tant qu'expert, en tant que scientifique aussi. Il serait difficile, je dis bien les mots, difficile à la SNEL d'évoluer à cette allure. On peut changer autant de managers, ce serait difficile, pour deux raisons. Première raison, la SNEL, c'est une société qui est traditionnelle. Vous comprenez ça? C'est très difficile à une société comme ça de se transformer à une entreprise fonctionnelle dans des conditions pareilles. Pourquoi? Parce que quand vous regardez toute la chaîne de valeur de la SNEL, commencez par la production au niveau de Inga, vous prenez les transports, vous prenez la distribution, vous prenez la facturation et géré par une seule entreprise. Et je pense qu'à ce niveau-là, il serait très très difficile. Pourquoi? Parce que la demande est tellement forte et l'offre est faible. Et généralement, quand vous êtes dans une situation comme ça, la première des choses qu'on perd, c'est la qualité. Hein, comme aujourd'hui des Quinois disent que des lestages à tout moment. Et c'est pas seulement à Kinshasa, c'est partout en République démocratique du Congo. Bien entendu. Et très souvent, la population, nous avons la faute incombe au numéro 1 de la SNEL, c'est la population. Oui, mais ce n'est pas ça, à mon avis. Je ne suis pas là pour défendre les DG que je ne connais pas. Oui, parlons scientifiquement. Mais ce n'est pas. C'est-à-dire, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est rentré dans une voiture en très mauvais état. Qu'est-ce qu'il fera? Quand il touche le pneu, on va dire là, de l'autre côté, ça ne marche pas et c'est très compliqué. Ce n'est pas une question de pessimisme, mais j'entends dire, ce sont les éléments qu'il faut révéler à l'heure actuelle. Donc, gérer une entreprise, gérer toute la chaîne de valeur de cette façon-là, c'est quasiment impossible. Voilà pourquoi moi j'avais contribué pour dire, laissons la production à une entreprise X, ça peut être la SNEL ou autre, mais j'entends dire, la production c'est pour l'État congolais parce que c'est lui qui est l'investisseur, n'est-ce pas? Oui. On laisse à la SNEL. La distribution, on donne à une autre société. Le transport, on donne à une autre société. La facturation à une autre société, dont j'entends dire société X, Y, Z, je ne sais pas. Donc, comme ça, par la suite, au retour de flux, vous voyez ça, le reflux, si vous voulez, au niveau de flux de produits ou de services, il y aura des reflux, c'est-à-dire du côté paiement, n'est-ce pas? Bien sûr. Parce que l'entreprise de facturation doit payer l'entreprise de distribution doit payer l'entreprise de transport, l'entreprise de transport doit payer l'entreprise de production. Vous verrez que tout va s'arranger de cette façon-là. Pourquoi? Parce que le premier élément qu'on peut tirer là-dessus, c'est la transparence. Et on a besoin de ça. La SNEL, appelée société anonyme, une question qui m'est venue. Est-ce que cette société mérite d'être appelée société anonyme? Je dirais c'est très difficile, c'est une question très complexe, mais j'essaie d'éclaircir ça de la meilleure façon qui soit, d'une façon magistrale. Allez-y. Quand on parle d'une société anonyme, c'est une société des actionnaires, n'est-ce pas? Oui. Mais quand vous regardez bien, les textes, moi j'ai lu, quand j'étais à Matadi, j'ai lu ça plusieurs fois. On dit société anonyme, mais on ajoute derrière ça, l'État congolais est l'unique actionnaire. Que pensez-vous de cela? C'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce qu'un actionnaire qui arrive comme ça, il voit qu'il y a un seul actionnaire, l'État congolais, c'est très difficile de pouvoir pénétrer une telle entreprise, de pouvoir investir là-dessus. Donc ça, c'est un élément, je pense que les autorités sont là, ils m'écoutent. Ce sont les éléments qu'on doit revoir. Parce que je me souviens, en 2008, c'était le 8 août 2008, la Chambre des représentants, qu'on appelle le Parlement, avait voté une loi disant que l'État doit se désengager, si vous voulez, désengager des entreprises publiques. Et cette loi a été promulguée par les chefs de l'État. Vous comprenez ça? Là, Joseph Kabila. Mais oui, à l'époque. Oui. Mais regardez aujourd'hui, la SNEL a toujours l'actionnaire unique, l'État congolais. Vous comprenez? Donc, c'est une difficulté qui, en principe, doit être corrigée relativement rapidement pour voir comment faut-il régler les problèmes de la SNEL afin que ça devienne une société relativement indépendante ou encore gérée par des actionnaires. Bien entendu, on ne dit pas que l'État congolais doit se désengager complètement, mais il peut faire une ouverture du capital. Vous comprenez ça? Par exemple, à 51% et laisser les 49% aux autres.
aux actionnaires. Voilà. Parlant de la SNEL, professeur, la SNEL qui a beaucoup de difficultés pour répondre à la demande énergétique de son propre marché. Comment est-ce que ça signifie? Bien entendu, on ne parle pas seulement des vesticité de matériel, hein, j'entends dire. Il y a d'autres réalités. Moi, je dirais en tant qu'expert, dans un premier temps, la SNEL, c'est une société traditionnelle. Et à ce niveau-là, rien ne marchera. Rien. Je l'ai dit comme ça, c'est en tant qu'expert. Bien sûr. Et sinon, ce qu'on doit faire dans un premier temps, c'est de faire un effort du côté management pour essayer de passer cette étape traditionnelle à l'étape fonctionnelle. Vous comprenez ça? Mais le deuxième élément que je dirais, c'est tout simplement de pouvoir décharger la SNEL sur toute la chaîne, n'est-ce pas, de valeur. Qu'on puisse donner une ou deux places à cette société-là et créer une autre société ou deux autres sociétés pour compléter cette chaîne de valeur. L'avantage, c'est quoi? Ça va créer les emplois, ça va créer de la richesse. Au bénéfice de qui? De la population congolaise, bien sûr. Est-ce que vous avez fait le démarche personnellement, vous-même? C'est-à-dire faire le démarche pour qu'aujourd'hui, par exemple, la SNEL, dont nous parlons, ne puisse plus être appelée société traditionnelle? Je pense que la première démarche que j'avais lancée, c'était au niveau de FPI, hein, Fonds de propension industrielle. Et maintenant, ce serait mieux peut-être de discuter aussi avec les gens de la FEC, la Fédération des entreprises congolaises. Ces deux autorités, encore des autorités, j'entends dire l'autorité de la Fédération des entreprises congolaises, la FEC, bien sûr, peut faire un effort pour qu'il y ait un changement à ce niveau-là. Mais je crois que la première démarche, c'est d'abord la formation. Hein, donc, de conférences, débats, on discute là-dessus pour que l'idée ne soit pas seulement d'un seul expert, mais de plusieurs experts, qu'on puisse mettre en place les possibilités de pouvoir contribuer à l'évolution de nos entreprises publiques. Bien entendu, il n'y a pas seulement la SNEL, mais les autres entreprises. Alors, professeur, quelles sont les innovations que vous envisagez pour résoudre les déficits énergétiques, les fondamentaux, les délestages partout dans la République démocratique du Congo, selon vous? Et il faut retenir d'abord que sur le plan économie d'énergie, on dit qu'il faut exploiter toutes les ressources énergétiques. La SNEL, je voulais dire, la population congolaise n'a pas qu'à consommer de l'énergie hydroélectricité. Parce qu'au départ, là, j'avais dit que nous avons plusieurs ressources énergétiques à exploiter, bien entendu. Si l'économie d'énergie nous recommande de pouvoir exploiter toutes les ressources énergétiques et d'éviter les gaspillages, il faut comprendre que là, vous avez la possibilité de toucher sur les énergies éoliennes, de toucher sur les énergies solaire, l'hydroélectricité, et vous pouvez toucher aussi du côté des énergies fossiles, du genre nous avons les gaz méthane, nous avons le pétrole brut. On doit avoir des entreprises à ce niveau-là. Mais quand vous regardez bien, que ce soit Saucir, notre entreprise qui exploitait bien entendu le secteur des énergies fossiles, entre autres, le pétrole brut, aujourd'hui, c'est devenu un dépôt. Mais la grande question qu'on peut se poser, pourquoi toutes ces entreprises sont presque en faillite? C'est ça la grande question. Et la personne qui peut répondre, c'est un expert. C'est un expert. Et j'ai dit parce que ce sont des entreprises traditionnelles. Bien sûr. Voilà. Mais je ne veux pas les développer ici en 40 minutes. Ce sont des formations qui peuvent prendre, j'entends dire, 200-300 heures pour montrer noir sur blanc, c'est comment? Quelle est la réalité derrière ça? Parlant des formations, est-ce que vous investissez sur ça pour former des jeunes ou pour informer, faire voir à la population, surtout la jeunesse congolaise, ce que nous sommes capables, ce qu'on peut devenir demain, en tant que professeur des universités? Bien entendu, dans mon domaine, j'enseigne toujours. Mais j'entends dire maintenant, ma vision, c'est pas seulement de ce côté-là. Là, mon devoir, je le fais. Hein. Ça, ça me concerne moi. Il y a les autres aussi qui font mieux. Mais le vrai problème, c'est du côté la politique industrielle de la RDC. Vous devez savoir que en RDC aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment une politique industrielle qu'on peut démontrer noir sur blanc, comment ça soutient les entreprises, comment la FEC peut soutenir cette politique-là pour que les entreprises puissent émerger, puissent quitter cette phase des énergies, des entreprises traditionnelles et passer aux entreprises fonctionnelles. Parce que vous devez savoir, une entreprise doit passer plusieurs étapes.
Aujourd'hui, quand vous demandez, parmi certains étudiants, quand vous les demandez comment une entreprise peut devenir firme multinationale, des fois, ces termes-là, firme multinationale, ils ne comprennent pas, mais nous, on les explique quand même. C'est tout un processus, en fait. C'est tout un processus. C'est-à-dire que quand vous êtes, là, j'explique un peu, parce qu'il y a certains experts qui m'écoutent. Bien sûr. Une entreprise est traditionnelle. Après, avec le temps, ça doit évoluer. Ça fait partie des objectifs. Parce que quand on dit une organisation, une entreprise, sachez-le qu'il y a 3 éléments qui constituent cette entreprise-là. C'est d'abord les objectifs de l'entreprise, la hiérarchie et le personnel. Si vous avez un objectif de dire que nous devons quitter cette étape pour l'autre, sachez-le que la première étape, c'est de quitter l'entreprise traditionnelle vers l'entreprise fonctionnelle. Et quand vous quittez l'entreprise fonctionnelle, il y a 2 possibilités. Soit vous vous lancez dans une industrie, parce qu'on rentre dans une industrie. Et le terme industrie aujourd'hui, ça crée un peu une petite confusion aussi dans l'opinion publique, parce que quand on parle de l'industrie, une industrie aujourd'hui, on considère comme l'ensemble d'entreprises en concurrence dans un secteur. Mais quand vous regardez dans l'esprit des gens, quand vous dites une industrie, on a l'impression que c'est une grande entreprise là où il y a des grosses machines qui tournent pour la production avec des cheminées qui lancent des fumées. Ce n'est pas ça. On peut l'appeler. Pas ça. Non. Ça, on peut appeler ça entreprise. Je pense que oui. J'aimerais que vous soyez très explicite sur ce point-là pour aider ceux qui nous suivent, les jeunes garçons, les jeunes filles, la jeunesse congolaise, afin de bien comprendre ce que vous avez dit, parce que c'est très important. Souvent, nous avons tendance à confondre ce que vous venez de dire là. Voilà. Donc, quand on parle d'une entreprise, d'une industrie, pardon, oui. Cette industrie, on peut l'appeler aussi entreprise. On peut l'appeler compagnie. On peut l'appeler société. Tout passe, n'est-ce pas? Ça, c'était l'ancien concept. Mais le nouveau concept aujourd'hui, quand on parle d'une industrie, c'est l'ensemble d'entreprises en concurrence dans un secteur. Je donne un exemple. Au Congo, nous avons 2 industries. La première industrie, c'est l'industrie des télécommunications. Nous avons Vodacom, Africell, Airtel, Orange. Ça constitue une industrie. Il n'y a aucune entreprise congolaise là-dessus, tout simplement parce que notre entreprise qui pouvait intégrer cette industrie-là est une entreprise traditionnelle. Il n'y a pas match. On ne rentre pas là-dessus. Ah, c'est la Poste? Oui, la Poste. On ne peut pas. C'est impossible. Alors, l'industrie dans le nouveau concept, au fait, c'est ce que je viens de dire, l'ensemble d'entreprises en concurrence. Oui. Alors, entre les deux, ça crée une confusion. Parce que si vous êtes dans l'ancien concept de l'industrie en tant qu'usine, rassurez-vous, vous êtes encore à côté. Parce que les industries qui se forment, ou encore des firmes multinationales qui envoient leurs filiales chez vous, sont toujours beaucoup plus efficaces, beaucoup plus performantes, qu'ils ne laisseront pas la place à vos entreprises. Voilà pourquoi nous devons travailler dur avec nos entreprises, soi-disant industrie là, mais j'entends dire entreprise, société, n'est-ce pas, compagnie, pour que ça puisse prendre la place dans les industries qui se créent. Pas seulement chez nous, ça peut être aussi ailleurs. N'est-ce pas? Voilà pourquoi nous avons besoin aussi au Congo, en tout cas, ça c'est ma proposition, c'est de dire, au moins dans les années qui suivent, n'est-ce pas? Dans les 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, nous devons avoir ne fût-ce qu'une firme multinationale congolaise. C'est très important. Et des sociétés comme la SNEL a cette possibilité-là. La société comme la GECAMINE a cette possibilité-là. Mais il faudra voir dans quelle mesure on doit l'encadrer pour évoluer jusqu'à atteindre ces niveaux. Parlant de la SNEL, pas seulement la SNEL, on peut parler de toutes les sociétés congolaises ou toutes les industries, comme vous avez dit. Est-ce que la SNEL aujourd'hui peut devenir une firme multinationale pour exploiter d'autres marchés internationaux? Bien entendu. Par quel moyen? Si on prend la deuxième direction, donc je disais, et vers les années 78, la SNEL il fournissait de l'énergie électrique dans plusieurs pays d'Afrique. J'entends dire par exemple en France. Ça n'a pas cessé, professeur. On va revenir là-dessus, au Congo-Brazzaville, en Afrique du Sud, en Angola. Donc c'était déjà une dimension où on pourra dire que cette entreprise est déjà internationale. Parce que le choix, c'est quoi? Quand une entreprise est fonctionnelle, elle peut rentrer dans une industrie, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Parce qu'au Congo, nous avons des industries, industrie des télécommunications et industrie brassicole. Et elle peut, l'entreprise fonctionnelle peut prendre la deuxième direction, c'est de dire qu'elle peut passer de fonctionnel à l'entreprise internationale, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il peut avoir son siège dans un pays, mais la production peut se passer ou la distribution peut se passer dans plusieurs pays différents. Et ce n'est qu'après ça, l'entreprise peut devenir une firme multinationale. Et les firmes multinationales, c'est quoi?
ce sont des grandes entreprises qui ont 12 éléments de micro-environnement au lieu des 6 que je vous ai dit tout à l'heure là. Ça s'explique, je crois que ça s'enseigne aussi dans certaines universités. Mais la grande question qui se pose, pourquoi nos entreprises n'arrivent pas à ce niveau-là? Et là, je mets plus l'accent du côté entreprise publique. Pourquoi on ne veut pas passer d'une étape à l'autre? Vous voyez ça, c'est compliqué. Mais oui, la question est que c'est pourquoi on ne veut pas passer cette étape à l'autre. Parce que les objectifs du point de vue manager, il faut comprendre ça. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que c'est vraiment de pouvoir engager plusieurs salariés et le payer? Est-ce que l'objectif, c'est de pouvoir accroître les fonds propres? Est-ce que tout dépend de l'objectif? Parce que plus... Attendez voir, je l'explique d'une façon simple. Vous voyez, dans les différents quartiers, nous avons des équipes. Oui. Hein? Vous êtes par exemple à Lemba, vous verrez quand vous allez dans un terrain qu'on appelle Méfait, je ne sais pas si vous connaissez, vous verrez, il y a des équipes là-bas. Mais posez-vous la question, pourquoi ces équipes ne jouent qu'ici à Kinshasa? Ils ne peuvent pas aller jouer par exemple avec l'équipe Barcelone ou encore Real de Madrid. Le niveau peut-être. Mais ils ont 11 joueurs. Oui, Real de Madrid aussi a 11 joueurs. Les niveaux, la discipline, il y a la compétition. Plusieurs étapes qu'il faut passer. Dans cette étude comparative, pas étude comparative, mais dans cette similarité, j'entends dire, ou comparaison, je pourrais, pour les parallélismes, bien entendu, je pourrais considérer nos entreprises comme les entreprises de ces quartiers-là. Alors que les firmes multinationales sont comme des grandes entreprises. Ça ne peut être trop dur. C'est trop dur, mais c'est un fait. C'est un fait. Moi, je l'ai dit, j'assume. Oui. Il est question de démontrer. Là, je parle un peu d'une façon en fait, simplifiée, mais devant les experts, j'ai des expressions que je peux utiliser pour démontrer ce que j'ai dit noir sur blanc. Oui. Vous comprenez ça? Et surtout là, pour se faire comprendre aussi. Bien sûr, ils vont me comprendre aussi parce que nous parlerons le même langage. Il y a des gens intelligents au Congo, ça il faut les dire. Ah, il y en a beaucoup et je salue ces gens intelligents, il y en a beaucoup. Il y a des professeurs ici qui maîtrisent l'entrepreneuriat, qui maîtrisent le domaine de l'économie industrielle. Nous sommes bénis, pas seulement en énergie, nous sommes bénis en tout. Bien entendu, ils sont là, mais c'est vrai, moi j'entends dire certains points faibles, je dois les dire, hein, c'est qu'on ne travaille pas ensemble. Donc, je crois que dans l'avenir, il y aura des améliorations à ce niveau-là pour que nous puissions travailler ensemble, bien entendu, pour des objectifs de notre pays. Une parenthèse, professeur, par ce que vous venez de dire. Vous ne travaillez pas ensemble. Non. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui fait à ce que vous ne travaillez pas ensemble? Ça, je pense que c'est une faiblesse que moi, personnellement, j'ai constatée. Vous comprenez ça? On se connaît dans les milieux universitaires, on discute et tout ça. Mais quand je dis travail d'ensemble, c'est-à-dire que essayer de monter des stratégies communes pour contribuer, bien entendu, au développement de notre pays. Ça, c'est quand même une faiblesse que moi, j'ai constatée, qui n'engage que moi au moment où je parle là-dessus. Vous comprenez? Donc, ce sont des choses qui, dans les temps, je pense que nous devons travailler ensemble. Et ça, on le constate aussi. Même dans nos centres de recherche, il n'y a pas vraiment un réseau. Et tout ça, nous devons voir dans quelle mesure nous allons travailler en synergie pour essayer de contribuer dans les domaines scientifiques. Vous ne travaillez pas ensemble. Il faut que l'État doit intervenir pour que vous puissiez travailler ensemble aujourd'hui. Je ne pense pas. Il est question peut-être, donc, comme on dit, il faut chercher toujours la cause en soi-même. Donc, je crois que c'est un problème que nous devons regarder à nous-mêmes. Et pourquoi pas? Si c'est une faiblesse, c'est pas grave, on peut toujours les corriger. Mais il faut commencer à constater ça. Mais qu'attendez-vous pour corriger cette faiblesse-là, afin de travailler ensemble pour le bien de ces pays? Moi, je l'ai dit, je viens de le dire, c'est mon point de vue qui n'engage que moi. Mais l'autre pourra les dire. Mais je sais que très peu, dans peu de temps, il y aura quand même des changements. Parce que quelques-uns commencent à prendre conscience. Le boulot d'un scientifique n'est pas seulement d'enseigner, mais c'est aussi de contribuer pour son pays. Surtout ça. Surtout ça. Ouais. Je pense que vous vous approchez aussi vers les autres pour chercher à travailler ensemble avec eux pour le bien de... On les fait. Je sais que vous n'êtes pas nombreux, ce genre de personnes qui s'approchent vers les autres pour un bien-être commun pour tout le monde. On les fait. Dans les conférences, on discute. Mais il y aura un temps, ça va déclencher pour qu'on puisse prendre conscience de travailler ensemble. Bien entendu, quand je dis travailler ensemble, c'est des gens du même secteur, bien entendu. La SNEL. Nous parlons de la SNEL parce qu'il y a de l'énergie là-bas. Et je pense que c'est surtout ces derniers temps à Kinshasa, il fait noir par-ci par-là, pas seulement à Kinshasa, presque partout en République démocratique du Congo. Lubumbashi, Kisangani, au Maniema, il fait noir. Et cette responsabilité incombe très souvent à la SNEL quelque part par rapport à ces difficultés. Alors, la SNEL exploite un marché monopolaire pour la distribution de l'énergie aujourd'hui à l'ouest de la République démocratique du Congo. Est-ce que cela est avantageux pour nous?
Les marchés monopolaires, aujourd'hui, n'est pas toujours avantageux. Pourquoi? Parce que quand la demande est supérieure à l'offre, généralement, ce qu'on constate dans les domaines énergétiques, on perd d'abord la qualité. Vous voyez ça? Et quand on perd la qualité, vous voyez ça peut pousser à plusieurs conséquences derrière ça. Ça peut même pousser des consommateurs, des clients à devenir insolvables parce qu'ils n'apprécient pas la qualité. Vous comprenez? C'est une réalité. Comment pouvez-vous justifier qu'un client qui attend un courant électrique de 220 volts et que le courant qui lui arrive à la maison est des 180 volts? C'est l'insatisfaction. Comment un client peut attendre un courant de 220 volts et ce qui lui arrive à la maison, c'est un courant de 260 volts qui va péter les ampoules et tout ça? C'est de l'insatisfaction. L'objectif, c'est quoi? C'est que l'entreprise puisse pousser les deux extrémités là, des insatisfactions positives ou négatives vers la satisfaction. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire. Et ça demande à ce qu'on puisse voir aussi la qualité de management de ces entreprises-là. Mais comme je l'ai dit, il ne faut jamais condamner les gens qui dirigent ces entreprises. Ils ont des limites aussi, n'est-ce pas? Lesquelles? Ils ont des limites, c'est-à-dire que les entreprises sont traditionnelles. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Ce que j'ai dit, en tout cas, pour un responsable des grandes sociétés, peuvent comprendre de quoi il s'agit. Oui. Ils sont limités. Ils font des efforts, mais ils sont limités à ce niveau-là. Voilà pourquoi l'idéal, c'est de dire qu'il faut pousser d'abord nos entreprises aussi à changer les étapes, à quitter l'étape traditionnelle vers l'étape fonctionnelle. Ainsi, on verra par la suite s'il y a possibilité de rentrer dans une industrie énergétique ou pas. Vous dites là tout à l'heure, pour le marché de l'Ouest, vous savez qu'en RDC, nous avons plusieurs entreprises depuis qu'on a libéralisé les secteurs. Il y a plusieurs entreprises en place, je ne cite pas. Surtout à l'Est aussi, nous avons pas mal d'entreprises qui touchent les secteurs de l'énergie. C'est vrai, c'est un secteur qui est diversifié dans le sens que vous trouverez, il y a des là qui évoluent, par exemple, les SNEL qui évoluent dans l'hydroélectricité, mais il y a les autres qui évoluent aussi, par exemple, dans l'énergie hydroélectricité ou encore dans l'énergie éolienne ou encore énergie solaire. Le plus important maintenant, c'est quoi pour nous? Nous devons penser à créer une industrie énergétique en RDC, ne fût-ce que la première pour nous-mêmes ou encore pour les entreprises locales. Et ça, c'est possible. Commençons par là. Et vous verrez que quand les entreprises sont en concurrence parce qu'ils ont créé une industrie, il serait plus facile aussi pour qu'elles puissent travailler à la satisfaction, bien entendu, de leurs clients. Et c'est une démarche qui n'est pas aussi la moindre, ça il faut le dire, parce qu'il faut une autorité de régulation qui veille là-dessus pour gérer non seulement les entreprises du secteur qui sont en rivalité, mais de gérer les entreprises qui sont dans le secteur mais en concurrence. Et là, ce serait beaucoup plus facile et vous verrez que les choses peuvent tourner. Il faut que les sociétés congolaises quittent l'étape traditionnelle pour l'étape fonctionnelle, vous avez dit ça. Ouais. Par quel moyen, par quel mécanisme nous pouvons quitter? C'est le management et aussi l'appui, bien entendu, de l'autorité. L'appui de l'autorité, l'appui de l'État, l'autorité politique. Mais avant d'en arriver là, moi je vois plus la FEC d'abord. La Fédération des entreprises congolaises. Pour moi, c'est... On peut dire aujourd'hui, cette Fédération congolaise des entreprises ne nous aide pas. Je ne dirais pas comme ça, mais j'entends dire c'est la FEC qui doit toucher ces points-là avec le soutien, bien entendu, de FPI. À mon avis, à ce niveau-là, déjà, ce serait un bon départ. Parce que ça demande une formation. Il faut former. Il faut former les cadres de ces entreprises pour comprendre un peu que le fait de quitter une étape à l'autre est parmi les objectifs, en fait, de l'entreprise. Merci beaucoup, professeur. Je rappelle, sur ce plateau, j'ai reçu pour vous les professeurs Kiki Louye, un professeur des universités, professeur d'économie et énergie, expert en industrie. Professeur, nous tendons vers la fin. Votre dernier mot par rapport au sujet du jour. Par rapport au sujet du jour, je dirais que rien n'est tard, mais il faut commencer maintenant. C'est-à-dire que nous devons contribuer pour notre pays. Et là, j'invite tous les experts, bien entendu, du domaine, de voir que nos entreprises traditionnelles doivent passer l'étape traditionnelle, l'étape fonctionnelle, et chacun peut apporter sa contribution. Le plus important, c'est que nous puissions trouver un cadre pour pouvoir apporter notre contribution auprès du gouvernement, pourquoi pas auprès de la FEC, que je vise dans un premier temps, pour ce qui concerne la formation, bien entendu, de ces entreprises traditionnelles qui tournent relativement, je dis bien, en rond, qui perdent leur propre marché, n'est-ce pas? Et ça, c'est quand même dommage.
C'est dommage, je l'ai dit. Pourquoi? Parce que si vous ne consommez pas votre propre produit, si vous ne produisez pas avec votre propre technologie, tout ça, c'est quand même inquiétant parce que votre économie risque de se retrouver entre les mains des étrangers. Merci beaucoup, professeur Kiki Louyeye. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, les bonnes choses ne durent jamais. Ne durent pas. Nous avons appris aujourd'hui sur l'énergie industrielle avec un expert en la matière. Professeur, nous vous remercions pour votre disponibilité aussi. C'est à moi de vous remercier. Je vous en prie, professeur. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, je vous retrouve prochainement pour le nouveau numéro. Restez branchés sur Source Télévision. Au revoir.